Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette ère du temps consacrée aujourd'hui à Monsieur Schneider. Avant cela, je vais saluer notre copain de toujours, Denis Berche, bonjour. Moyen. Viazet. Gut, Matoche. Zalva. Je ne sais pas si c'est exactement tout ça, mais en tout cas, on n'est pas trop mal sur ce coup-là. Oui. Denis Berche, le rédacteur en chef de l'Essentiel, est notre invité aujourd'hui pour interviewer pendant 26 minutes Monsieur Étienne Schneider. Bonjour, monsieur. Vous êtes le ministre de l'Économie et du Commerce extérieur au Grand-Duché de Luxembourg. Oui, bonjour. Alors, avec vous, forcément, on va tout de suite planter un peu le décor. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui se passe en France et notamment les rapports entre Arnaud de Montebourg, le gouvernement, ArcelorMittal J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous savez que j'avais rencontré M. Montebourg juste avant les vacances d'été pour parler du dossier ArcelorMittal, où il proposait de se mettre ensemble, en fait, les Belges, les Luxembourgeois et les Français pour agir ensemble contre cette désindustrialisation proposée par M. Mittal. Il nous proposait de se revoir à Paris en septembre, rendez-vous qui n'a jamais été tenu malheureusement. Donc je l'ai rencontré récemment, il y a 6 semaines à peu près, au Conseil compétitivité ici à Luxembourg, où je lui demandais pourquoi il n'y avait pas eu ce rendez-vous. Il me disait, je vais d'abord résoudre mon problème à Florange et puis on verra bien. Bon, maintenant apparemment il a résolu son problème à Florange, mais pas vraiment de façon optimale, je dirais. Est-ce que quand on est ministre luxembourgeois, qu'on entend parler de nationalisation en France d'un outil sidérurgique, on a quelle approche ? Moi, je vous dis que franchement, en tant que ministre en charge de l'économie de Luxembourg, c'est quelque chose que je pourrais jamais me permettre. De parler de nationalisation dans un pays comme Luxembourg serait tout de suite la mort, en fait, à toute... à l'économie luxembourgeoise d'abord, mais d'autant plus que vous savez que une bonne partie de mon job consiste à voyager, à convaincre des sociétés étrangères à investir sur Luxembourg. Si on parlait alors là dans un tel contexte de nationalisation, j'aurais plus besoin de faire ces voyages. Et vous êtes où, vous, au Grand-Duché, avec ArcelorMittal ? En fait, nous avons négocié, moi ensemble avec le ministre du Travail, il y a 8 mois entre-temps, on a négocié un accord avec ArcelorMittal sur des investissements à concurrence de quelques 430 millions d'euros sur le site luxembourgeois, dont 200 millions d'euros dans une nouvelle production de pales planches à Belval. Belval, ouais. Voilà, donc pour ce volet des 200 millions d'euros, il nous disait qu'il pouvait seulement prendre une décision définitive mi-2013. Donc on s'est donné rendez-vous de nouveau mi-2013 pour discuter de ces 200 millions d'euros, mais tout le reste, ces 430 millions d'euros, sont en train de les réaliser. Donc là, on a trouvé un accord, je trouve, assez positif. De l'autre côté, je me suis donné la possibilité de revenir sur mes engagements, en fait, au cas où ces 200 millions sur Belval ne seraient pas réalisés. Donc là, on va attendre jusqu'à mi-2013. Pour le reste, je dois dire qu'on se voit régulièrement pour analyser donc l'avancement des investissements. Et jusqu'ici, ils ont tenu parole. C'est la sidérurgie luxembourgeoise, c'était un peu comme la sidérurgie lorraine, leur destin est commun. C'est quelque chose qui a donné des milliers d'emplois il y a 30-40 ans, et puis tout à coup, la source s'est tarie. Le point aujourd'hui, c'est combien d'emplois dans la sidérurgie au Luxembourg ? En fait, au Luxembourg, on a quelques 6 000 emplois dans le secteur de la sidérurgie. Donc il y en a eu plus de 30 000 à la belle époque. Bien sûr, mais toujours est-il qu'avec ces 6 000 emplois, c'est le plus grand employeur du Luxembourg. Et il ne faut pas oublier non plus qu'ArcelorMittal a son siège à Luxembourg. Donc ça donne encore un argument de plus pour ne pas trop agiter dans ce dossier. Est-ce que c'est un vrai souci pour vous ? Vous en parliez tout à l'heure en évoquant Arnaud Montebourg et les problèmes de désindustrialisation. Le fait que c'est pas simplement Luxembourg, c'est pas simplement la France, c'est en règle générale toute l'Europe qui a tendance à perdre ses industries. Est-ce que ça, c'est un vrai motif d'inquiétude ? Oui, absolument. D'abord, je dois dire que si on parle de désindustrialisation du Luxembourg, il faut plutôt le voir d'un autre œil parce que en fait, la production industrielle au Luxembourg reste plus ou moins constante.
mais le fait que le secteur des services augmente de plus en plus et donc la valeur, en fait, la proportion de l'industrie dans l'économie luxembourgeoise diminue. Oui. Mais ça ne veut pas dire que toute l'industrie se ferme ici à Luxembourg. Donc ça, c'est un point. Un autre point que je viens de soulever lors du Conseil compétitivité, c'est qu'on n'a pas, en Europe, une politique industrielle européenne. Et là, on a un réel problème parce que, bon, vu qu'on se trouve dans une économie complètement ouverte, la mondialisation frappe l'industrie européenne parce que d'un côté, on est complètement ouvert à toutes les importations. De l'autre côté, on a des standards écologiques, des standards sociaux qui sont extrêmement élevés et qui nous mettent vraiment à défi pour concurrencer donc les productions industrielles en dehors de l'Union européenne. Donc là, j'ai plaidé pour une politique industrielle et pour discuter en fait d'une introduction de standards minimums à respecter, au moins dans certains secteurs, les secteurs industriels qui ont vraiment des problèmes et qu'on risque vraiment de les perdre dans le tissu industriel européen. Là, j'ai proposé de définir certains standards minimums, certains critères minimums à respecter si on veut vraiment importer librement dans l'Union européenne pour protéger ces entreprises. J'ai lancé cette initiative, cette proposition. Elle a été accueillie plutôt positivement, mais il y a quand même des pays plutôt grands qui s'y refusent, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'Allemagne, parce que 60% de leurs exportations vont en dehors de l'Union européenne. Donc, eux, ils craignent qu'il y aura des répercussions sur leurs économies. Donc, au moins, ce qu'on a décidé, c'est à chaque conseil compétitivité, et il y aura un prochain lundi prochain à Bruxelles, on va discuter de cette stratégie industrielle européenne. On va essayer de donner une stratégie pour sortir de cette situation. Alors là, vous revenez de Chine. Vous êtes allé en Chine, vous connaissez depuis longtemps. La Chine avec le Grand-Duché de Luxembourg, c'est une histoire qui remonte il y a très longtemps. Denis, vous m'expliquiez il y a encore quelques minutes avant que en fait, le ministre arrive. On le sait peu, mais ce sont des ingénieurs luxembourgeois qui ont créé la sidérurgie chinoise. Ouais. En 1894. Voilà, on peut imaginer ça, un tout petit pays comme le Luxembourg, allant faire la sidérurgie en Chine et puis aussi, je pense, les premières lignes de chemin de fer, si je suis bien renseigné. En fait, à l'époque, c'était des ingénieurs luxembourgeois qui ont modernisé en fait la sidérurgie chinoise. Donc, on s'y souvient toujours d'ailleurs. En Chine, donc nos liens sont plutôt très positifs. Nous fêtons cette année-ci 40 ans de relations diplomatiques avec la Chine. Et à côté de ça, j'ai rencontré le ministre du Commerce chinois qui me disait qu'entre-temps, le Luxembourg, c'est vraiment une adresse incontournable pour des Chinois qui veulent entrer sur le marché européen, qui veulent investir en Europe. Donc, on a quand même des atouts, on a une image de marque extrêmement positive en Chine. Un des arguments qui est un peu bizarre quand même, mais les Chinois, ils aiment tous ceux qui réussissent. Donc, ceux qui sont riches, ils ont en fait un faible pour ça. Ils regardent les chiffres du PIB par habitant, donc ils voient que Luxembourg va plutôt bien. Donc ils se disent, nous on veut négocier avec un pays qui est vraiment un pays riche et qui a réussi. Donc voilà, c'est un peu ce qui explique. Vous avez suivi l'implantation à Illange de Terra Lorraine où des Chinois pourraient s'installer. Oui. Est-ce que vous aviez cette proposition avant au Grand-Duché ou est-ce que c'est la... Non, on n'a pas eu cette proposition au Grand-Duché. Ce que je veux dire sur Illange, c'est que j'ai en fait rencontré les responsables. Je leur ai dit, après analyse, qu'on était plutôt complémentaires. Donc, vu que moi, je suis en train de développer les secteurs logistiques. Avec le grand projet de logistique à Bettembourg. Voilà, à Bettembourg, mais pas seulement Bettembourg, mais tout le Luxembourg deviendra un centre logistique. Et puis, ce projet à Illange, je pense qu'on est vraiment complémentaires. Et on s'est mis d'accord à vendre notre grande région logistique ensemble. C'est-à-dire que les responsables d'Illange, lorsqu'ils voyagent à travers le monde pour vendre leurs projets, ils vont également vendre les atouts luxembourgeois parce que c'est complémentaire. Et de l'autre côté, moi, je ferai la même chose avec le projet d'Illange. Donc là, on est vraiment en train de voir ce qu'on peut faire ensemble et je crois qu'on aura du succès là-dedans.
Dans cette mission économique que vous avez menée en Chine avec le grand-duc héritier Guillaume et sa nouvelle épouse, je suppose qu'on a parlé aussi, même si vous n'allez peut-être pas nous le dire, du dossier Cargolux, puisqu'au moment où vous y étiez, les journaux chinois parlaient d'un investisseur potentiel, Ashena, entrant à 35% dans le capital de Cargolux à la place des Qataris de Qatar Airways. Ouais, en fait, j'ai eu une courte discussion avec le maire de Chongqing, qui est donc une ville à 28 millions d'habitants. Et ce maire, en fait, il est membre fondateur de cette société airline Ashena. Donc lui, il me posait la question s'il y avait moyen de reprendre donc ces 35% du capital de Cargolux, actuellement détenu par les Qataris. Et je lui disais qu'on était ouvert à toute discussion, mais ça s'arrêtait là. Donc après que je sortais en fait de son bureau, ils annonçaient déjà qu'ils étaient intéressés à reprendre cette participation. Le message que moi j'ai passé, c'était tout simplement qu'on était ouvert à toute proposition d'investisseurs, et en fait ce qu'on va faire, c'est de lancer une première analyse de tous ceux qui s'intéressent à reprendre le capital, les 35%, et puis de voir avec eux où est-ce que ça marche le mieux pour définir ensemble une stratégie, ou est-ce qu'on a un projet industriel ensemble. Et puis on va faire un shortlist et négocier donc avec les 2-3 qui vont rester. Comment vous analysez, je dirais, l'échec de l'entrée des Qataris dans Cargolux ? La mayonnaise n'a pas pris entre les actionnaires ? Je crois que d'abord c'est une question de culture. Pas de culture entre Qataris et Luxembourgeois, mais du Qatari qui était en charge avec le conseil d'administration, avec le management au Luxembourg. Même si on se mettait d'accord sur certains trucs qu'il fallait réformer, on se mettait jamais d'accord sur la façon de le faire. Je vous donne un exemple. Si on doit prendre des mesures qui concernent le personnel, alors normalement au Luxembourg on le fait à la façon luxembourgeoise. Donc on essaie de négocier, on essaie de ne pas devoir licencier, on essaie de trouver des solutions alternatives. Et pour eux, c'est plutôt on prend la décision aujourd'hui et on licencie demain. Et ça, c'est quelque chose qui ne marche pas au Luxembourg. Ils l'ont compris entre-temps, donc ils ont décidé de quitter le capital. Bon, c'est pas vraiment quelque chose qui fait le bonheur du ministre de l'économie lorsqu'un investisseur étranger se retire parce qu'il ne s'entend pas avec la mentalité de ce pays. Mais bon, il faut vivre avec et il faut maintenant trouver la bonne solution, un nouveau départ pour cette société, pour la stratégie. Est-ce que ça peut être préjudiciable à l'image de marque du Luxembourg, absolument, qui était tout le contraire depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire on est capable de faire du business ou du commerce à peu près avec n'importe qui, parce que finalement on est toujours de bonne composition. Absolument, et c'est ce que je voulais dire en fait. Cette affaire va quand même ne va pas améliorer ma situation lorsque je voyage autour du monde pour convaincre des entreprises, des investisseurs à venir sur Luxembourg, parce que eux, ils vont en parler, eux, ils vont en discuter dans leur cercle, dans toutes leurs relations commerciales. Ils vont dire, écoutez, Luxembourg, c'est quand même quelque chose, un pays difficile à négocier. Donc, oui, moi, je suis certainement pas content de la tournée que ça a pris. Mais en même temps, c'était ça ou la fin du modèle social luxembourgeois? Absolument, je crois qu'il fallait prendre un choix, qu'il fallait faire un choix, et nous, en tant que gouvernement, on savait très bien qu'il y aurait cette réaction de la part des Qataris lorsqu'on décidait de ne pas accepter le CEO proposé par les Qataris. Donc on était bien conscient de ce qui allait se passer, mais bon, voilà, maintenant il faut trouver des solutions et se pencher vers l'avenir de cette société. J'aimerais bien que vous développiez ce que j'ai lu justement dans l'essentiel. Vous dites l'avenir du pays se joue à l'étranger. En fait, c'est tout simple. Lorsqu'il n'y a plus de croissance en Europe, lorsqu'il n'y a plus de croissance ici au Luxembourg, il faut aller ailleurs pour la trouver.
Donc, en fait, le but de tous mes voyages, de toutes mes missions économiques, c'est d'entamer des discussions avec des investisseurs potentiels. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a pas mal d'investisseurs potentiels qui se trouvent dans des pays en dehors de l'Union européenne, qui ne sont pas encore sur le marché européen et qui cherchent une entrée, une porte d'entrée pour le marché européen. Et là, je crois que Luxembourg peut jouer un rôle important. Et c'est en fait ce que je suis en train d'expliquer à ces entreprises. Et il y en a déjà pas mal qui m'ont annoncé qu'ils étaient vraiment intéressés à choisir le Luxembourg comme porte d'entrée en Union européenne. Donc c'est un peu ça l'idée, parce que Luxembourg, il était toujours dépendant des investissements étrangers. Donc dès le début de la sidérurgie, il n'y avait pas de capital luxembourgeois. Donc on était toujours axé sur le développement de notre économie à travers des capitaux étrangers. Et c'est ce que je continue actuellement. Mais qui dit capitaux étrangers dit concurrence accrue, parce que je suppose qu'il n'y a pas que Luxembourg, quand vous allez en mission économique, qui fait des missions économiques à travers le monde. Dit capitaux étrangers, dit aussi peut-être délai dans le temps pour être réactif et pour amener ici des investissements qui vont créer des emplois. Oui, en fait, on est toujours en concurrence, c'est évident, parce que je vous dis, quand j'étais en Chine, que j'ai rencontré le maire de Pékin, en fait, juste avant moi, il y avait une délégation italienne qui sortait de son bureau. Donc j'imagine qu'après moi, il y avait une autre délégation. Donc, on est toujours en concurrence, mais Luxembourg a quand même pas mal d'arguments positifs pour se vendre, pour convaincre les sociétés à investir, ce qui d'ailleurs a toujours bien marché. Quand je vous entends parler, on a l'impression que vous gérez un peu le Luxembourg comme une entreprise. Absolument. Oui, je vois mon job plutôt en tant que... le job du ministre de l'économie, c'est un job de manager d'une entreprise qui s'appelle Luxembourg. Et ça, c'est en fait ce que mon prédécesseur il faisait, c'est que moi je continue à faire. Donc, mon appartenance politique ne joue pas vraiment dans ce job. Si on revient sur la création du pôle logistique à Bettembourg, sur l'ancienne base militaire de la WSA, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, chez le ministre que vous êtes, une frustration? C'est-à-dire que c'est un projet qui maintenant, je crois, a été présenté par Jeannot Créquet, de mémoire, ça doit être fin 2007. Ouais. On est fin 2012. Les premiers travaux commencent à peine. Il s'est passé 5 ans. Avant, on n'a pas encore créé, je dirais, le premier des 5, 7, 8, 10 000 emplois qui devaient être créés. Ouais. Est-ce que ce temps de latence n'est pas quelque part pour vous frustrant? Non, c'est pas frustrant. Moi, je suis jamais frustré. Je suis quelqu'un de très positif. C'est un fait. C'est vrai. C'est un fait que toutes ces procédures prennent trop longtemps. Donc, comme vous l'avez dit, Jeannot Créquet qui a lancé tout ce secteur de logistique il y a 5-6 ans, il n'a pas eu la chance de voir les fruits de son travail, mais bon, je dois avouer que là, depuis que j'ai repris mon mandat de ministre, et c'est pas parce que moi je l'ai repris, mais c'est tout simplement parce qu'enfin les dossiers ont été débloqués, on assiste quand même à des nouvelles positives dans le secteur de la logistique, plus ou moins tous les mois. Donc il y a des investissements massifs qui se font depuis des mois, donc enfin ça a décollé. Mais pour répondre d'ordre général à votre question, c'est en fait une discussion que j'ai entamée tout au début de mon mandat au sein du conseil de gouvernement, et on s'est mis d'accord d'organiser donc cette table ronde pour discuter sur les différentes entraves aux investissements au Luxembourg. Donc on est en train de préparer cette table ronde et j'imagine qu'on en discutera publiquement au début de l'année prochaine pour entamer certaines réformes, pour faire changer certaines procédures également. Absolument. La logistique fait partie de vos priorités, un peu comme les nouvelles technologies de l'information, de la communication, comme la recherche. Moi, je voudrais qu'on s'attarde sur la recherche au Grand-Duché, qu'on fasse le point. En fait, nous sommes convaincus que l'économie luxembourgeoise va de plus en plus se métamorphoser en une économie high-tech. Et pour attirer des entreprises high-tech, il faut de la recherche. Pour développer des économies, des entreprises high-tech au Luxembourg, il faut de la recherche, du développement, de l'innovation. C'est pour ça qu'on a mis en place pas mal de régimes RDI pour subventionner, pour aider ces entreprises dans leurs projets de recherche. De l'autre côté, on a mis en place pas mal d'incubateurs pour les startups. On a mis en place tout un volet d'aide publique ou d'investissement public dans de telles sociétés. Il y a 50 millions de prévus pour les Pardon? startups. Il y aurait un budget de
750 millions prévus pour aider les startups? Oui, absolument. On est en train de construire pas mal d'infrastructures. On en a déjà. Je viens de poser la première pierre pour le BioHealth House, qui sera donc dédié aux startups dans le domaine des technologies de la santé. On a l'incubateur qui est destiné aux écotechnologies. On a mis en place un fonds qui sera opérationnel début de l'année prochaine, un fonds national pour investir dans des startups à concurrence de 150 millions d'euros pour ce qui est du domaine des écotechnologies et une cinquantaine de millions supplémentaires pour le domaine des technologies de la santé. On a des crédits disponibles de la part de la SNCI. On a donc le budget de recherche qu'on met à disposition. Donc vous avez des idées, venez les proposer, quoi. Absolument. J'ai également rencontré des responsables de start-up français qui font partie en fait du mouvement des pigeons. Ah oui. Qui m'ont dit... Vous voulez créer un nid pour les pigeons? Oui, non. En fait, la plupart de ces sociétés qui veulent quitter la France, ils se penchent vers Londres, vers la Grande-Bretagne. Mais il y en a de plus en plus qui voient que Luxembourg pourrait être très intéressant aussi. Bon, moi, je ne les démarche pas. Hein, c'est pas la façon de laquelle je travaille, mais lorsqu'il y a des sociétés qui viennent au Luxembourg qui veulent avoir des informations sur ce qu'on peut leur offrir, bien entendu qu'on les accueillera, mais on ne démarche pas les sociétés françaises. Mais est-ce que ça c'est finalement, on est en train de bâtir le Luxembourg du futur, donc un Luxembourg high-tech, très haut niveau, dans lequel les emplois seront sûrement qualifiés ou très qualifiés. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait, je dirais, de la jeunesse luxembourgeoise qui aujourd'hui est confrontée, comme d'autres, à des degrés peut-être sans doute moindres, au problème du chômage et au problème de la formation? Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse-là? C'est exactement un des problèmes majeurs qu'on va avoir, parce que le gouvernement avait décidé de diversifier son économie sur 4 piliers. 4 piliers, c'est-à-dire les écotechnologies, les technologies de la santé, le domaine des ICT, donc des TIC, et le domaine de la logistique. Quand les 3 premiers secteurs, ils vont vraiment engager quasiment exclusivement du personnel hautement qualifié. Le 4e, donc celui de la logistique, il va quand même créer des milliers d'emplois pour des personnes moins qualifiées. Donc c'est vraiment là un peu l'issue de ce cours pour créer également à l'avenir des emplois pour des personnes moins qualifiées. Mais pour le reste, et je le dis partout où je suis, où je rencontre des jeunes gens, qu'ils fassent des études, le maximum d'études pour réussir. Parce qu'aujourd'hui, Luxembourg est devenu trop complexe, trop cher pour vraiment attirer des entreprises de production à valeur ajoutée limitée. Donc c'est vraiment tout va se passer dans le domaine du high-tech ou de la haute valeur ajoutée. Je vous ai entendu dire récemment dans un déjeuner avec 200 invités que vous battiez par exemple pour sauvegarder LuxGuard à Dudelange, ce qui apparemment semble être fait maintenant, mais que vous étiez en concurrence avec d'autres pays européens. Oui. Ça vous navre pas finalement d'avoir à subir déjà la concurrence du monde entier au niveau de la mondialisation, mais en plus la concurrence des autres États membres? C'est un des sujets que je vais entamer, que je vais discuter lors du Conseil compétitivité lundi prochain à Bruxelles. En fait, nous avons un régime d'aide publique qui est mis en place par la communauté européenne, donc qui nous disent ou qui disent aux différentes régions s'ils ont moyen de donner des subventions à des investissements ou non. Donc, comme le Luxembourg n'est pas une région défavorisée, on n'a pas droit à donner des subventions aux investissements d'entreprises étrangères. Si je regarde là maintenant l'exemple que vous venez de citer, celui de LuxGuard, lorsqu'ils font cet investissement dont on parle d'une centaine de millions d'euros au Luxembourg, moi, à tout casser, je pourrais leur donner 8%. D'aide à l'investissement. S'ils vont réaliser ce même investissement en partie est de l'Allemagne, ils vont pouvoir toucher 30% d'aide à l'investissement. Donc alors là, je dis tout simplement, c'est pas sain, parce qu'on est en train de se créer de la concurrence en interne. Donc un jour ou l'autre, les entreprises vont quitter la France, vont quitter Luxembourg, vont quitter la Belgique pour aller dans les pays de l'Est de l'Europe. Donc ça, je trouve que c'est pas sain, ça ne résout pas nos problèmes, et en plus, on dépense de l'argent public
pour motiver de tels mouvements. Ce que je trouve pas vraiment dans l'intérêt de l'Union européenne. Donc on va rediscuter cette politique. Mais le socialiste convaincu que vous êtes depuis toujours, est-ce qu'il n'a pas quand même quelquefois des états d'âme quand il voit le libéralisme, on pourrait dire presque effréné, qu'a emprunté l'Europe depuis des dizaines d'années? Si on donne un chiffre, par exemple, en Allemagne, il y a aujourd'hui 4 millions de gens qu'on peut appeler des travailleurs pauvres qui travaillent pour quasiment moins de 7 € l'heure. Absolument. Mais le problème, c'est que le mal est fait. Le mal est fait, on a accepté il y a pas mal d'années de participer donc à cette mondialisation et d'ouvrir nos frontières et de libéraliser en fait toute l'économie. Je vous rappelle la libéralisation du secteur de l'énergie, où on nous promettait que les prix allaient tomber, mais c'est juste le contraire. Mais c'est justement le contraire. Et il y a d'autres exemples. Donc là, je trouve qu'à l'époque, les responsables politiques ont pris les mauvaises décisions. Pour en fait éviter à ce qu'on entre dans une situation que vous venez de la décrire en Allemagne avec des millions de personnes qui ne peuvent même plus vivre du salaire qu'ils touchent, et des personnes qui travaillent. C'est pour ça qu'on a quand même notre système de salaire minimum, notre système d'indexation des salaires, notre système d'augmentation des salaires minima. Donc à travers ces moyens, on essaie vraiment de les garder à bord. Les garder à bord et de permettre à ces gens de pouvoir vivre sur leur salaire. Et si on veut vraiment changer quelque chose dans cette indexation des salaires, si on veut diminuer le salaire minimum, il faut d'abord discuter sur le prix du logement au Luxembourg. Ah oui. Et là, je vous dis franchement, si on avait le courage d'augmenter le périmètre constructible du Luxembourg, les prix allaient tomber. Et si les prix tombaient, alors on pourrait discuter du reste. Voilà, on pourrait discuter de c'est les vases communicants. Ah oui, absolument, absolument. Eh bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce rendez-vous. Derrière vous, on voit cette superbe vue de Luxembourg parce que nous sommes au Sofitel, ici, Grand-Ducal, et c'est vrai que ça nous permet d'avoir cette vue. Alors, je voudrais, juste avant de vous laisser repartir, on arrive tout doucement en 2013. Qu'est-ce qu'on peut, nous, vous souhaiter à vous, ministre de l'économie et du commerce extérieur? Beaucoup de chance dans mes missions économiques à l'étranger. Ça m'aiderait. Et pour 2014, année de législative à Luxembourg? On ne sait jamais si ce sera seulement en 2014. Il veut toujours avoir une année législative anticipée. Ouais, on ne sait jamais. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. C'est moi, merci beaucoup. Merci, Denis. Notre prochain invité, ce sera Jean-Pierre Masseret, le président du Conseil régional de Lorraine. Merci encore. À bientôt, Denis. Merci. À bientôt. À bientôt.